Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à liker, à partager ce contenu et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, ce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire. Au programme cette semaine, comme toujours, on va faire un point sur le calendrier et puis on ira zoomer sur le S&P, une configuration graphique intéressante. On s'intéressera ensuite au ratio put-call avant publication et puis on fera un point sur les stratégies que nous avons proposées jusqu'ici et ensuite on s'intéressera au volume inhabituel sur certains actifs qui vont nous donner des éléments intéressants pour la semaine et puis on suivra le cas d'école de Paul. Alors avant d'entamer comme à chaque fois le sommaire en détail, je vous donne cette information que ProRealTime vous offre 3 livres cet été jusqu'au 15 juillet. Le livre de Patrick Riguet sur Ishimoku, le mien sur les produits dérivés, trading à effet de levier, et puis le livre de Paul sur les options. Paul précise et rappelle d'ailleurs que pour l'achat de son livre, il vous offre 1 heure de formation gratuite avec donc par définition l'achat de son livre. Et donc vous avez les modalités ci-jointes pour bénéficier de ces livres offerts si vous voulez vous les faire rembourser selon les modalités qui sont affichées ici. Pour le reste, vous pouvez toujours vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options pour être informé de nos formations, événements et différentes nouveautés, suivre ce que nous mettons en place, sachant que nous escomptons lancer la formation très très prochainement maintenant. Le calendrier de cette semaine, on va aller le regarder en détail bien entendu. Le S&P, est-ce que c'est le moment de vendre la nouvelle? On peut se poser la question puisqu'on a eu beaucoup d'anticipations positives en amont et même si on n'a pas de signaux de retournement, on va aller le voir graphiquement, on peut se poser la question d'un petit retracement. Ça commence à être un petit peu tendu graphiquement. Et puis, on ira voir la configuration d'Apple. Est-ce qu'elle est en train de sortir par le haut d'une congestion? On a une configuration qui est à surveiller. Ratio put-call avant publication, cette semaine, avant le début du cœur de la saison des publications avec les bancaires la semaine prochaine, on a quand même Delta Airlines à surveiller avec un ratio put-call qui est quand même particulièrement optimiste. On arrive à un ratio de 0,39 sur Delta Airlines, c'est quand même extrêmement optimiste. C'est parmi les ratios extrêmes qu'on a pu relever au cours des mois précédents. Et puis sur Conagra Brands, en revanche, on a un ratio extrêmement pessimiste. On va aller voir les configurations graphiques. Je rappelle toujours en amont que même si les ratios put-call nous donnent un état d'esprit des investisseurs, c'est bien la publication elle-même qui prévaudra sur le comportement des investisseurs. On va aller voir des points sur nos stratégies. On va le faire dès maintenant. La stratégie sur le gold est sortie gagnante dès la semaine dernière, selon le setup de sortie créé par Paul et mis en place par son outil de backtest. Donc, une stratégie gagnante de plus. On est à 18 stratégies pour l'instant, 85% de taux de réussite. Il y en a 4 qui sont en cours, enfin 3 puisqu'on va en ouvrir une nouvelle, et 2 qui ont été perdantes seulement depuis que nous vous proposons ces rendez-vous depuis 18 semaines maintenant. Constellation Brands, ça a été un très bon signal aussi la semaine dernière. On indiquait un ratio put-call pessimiste. Et bien, le titre a pris 6,92% sur la semaine. Et puis, volume inhabituel sur le SPI. Et puis, deux ETF, des semi-conducteurs et des materials qui indiquent que des opérateurs sont quand même très, très prudents en amont du rendez-vous du 9 juillet qui va être le cœur de cette semaine. Évidemment, avec la fin de la deadline de la pause dans les tarifs douaniers. Et puis, on terminera par le cas de Paul, qui en toute logique sera un bear call spread sur le S&P 500, compte tenu du fait qu'on s'attende éventuellement à ce que les marchés vendent la nouvelle. Pour le calendrier, donc mercredi, ça va être le point d'orgue de cette semaine, c'est la fin des accords commerciaux, enfin de la deadline et de la parenthèse de 90 jours annoncée par Donald Trump. Donc, les choses vont devoir être négociées d'ici là. C'est pour ça que les opérateurs sont très en retrait pour l'instant. On le voit sur les marchés dérivés avec, on va aller le regarder dans un instant, mais un niveau d'intérêt qui est quand même assez faible, même s'il a été sur un indice S&P dans le sens de la tendance. Côté macro, on aura peu d'éléments, mais les minutes de la Fed, un rendez-vous qui est toujours à surveiller, c'est le compte rendu de la dernière réunion. C'est le détail écrit de la dernière réunion et parfois les opérateurs dans ce compte rendu détaillé ils trouvent des éléments complémentaires à ce qui a été annoncé par Jerome Powell, mais vu le contexte, on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et
probablement peu d'éléments déterminants dans ce rapport-là. Ce sera publié mercredi soir à Paris. Et puis, côté macro et micro, il y a quelques grosses publications. On a retenu Delta Airlines et Conagra Brands jeudi, qui bien donc donnent des ratios put-call assez extrêmes. Voilà pour les éléments du calendrier. On va aller jeter un œil sur le S&P 500 en hebdomadaire que je vous affiche dès maintenant. Il est en journalier pour l'instant, on zoomera juste après. En hebdomadaire, la photographie, elle est toujours résolument haussière, évidemment. Un indice S&P qui donc forme de nouveau plus haut, qui a progressé de 1,72% sur la semaine, qui s'est bien installé maintenant clairement au-delà de son niveau de support majeur à 6128. J'ai réajusté les niveaux techniques, 6173, 6227, 6279, et puis 6334, 376 comme premières extensions, et la cible idéale depuis qu'on est sorti du range 5770, 6128, c'est 6484. J'ai réajusté le niveau aussi. On peut dire que la position ouverte a progressé dans le sens de la tendance, mais ça reste quand même des niveaux d'intérêt modestes. On est 15% en dessous des niveaux d'intérêt moyens sur le S&P, sachant qu'on entame aussi une échéance depuis quelques séances maintenant. Donc c'est assez normal aussi, mais on a un intérêt qui est relativement faible, mais dans le sens de la tendance. Et le ratio put-call, c'est intéressant de le noter, il était très optimiste la semaine dernière, 0,61, et il augmente d'un cran en optimisme. Il baissait d'un cran en optimisme, pardon. Il était à 0,59 la semaine dernière, il passe à 0,61 cette semaine. Donc, malgré le fait qu'on ait progressé la semaine dernière, les opérateurs ne sont pas plus complaisants. On peut le comprendre compte tenu du contexte et puis de cette grosse deadline du 9 juillet. Reste qu'on est quand même à 0,61 sous la zone normale, dont je vous rappelle qu'elle est située autour de 1, qu'à partir de 0,80 on commence à être en optimisme et qu'à partir de 1,20 on est pessimiste. À 0,60 on est carrément optimiste, voire très complaisant. Il ne faudrait pas que les opérateurs soient déçus dans ce contexte, mais pour l'instant la tendance et les éléments graphiques restent haussiers. En zoomant en journalier, on peut revoir les 5 gaps laissés ouverts depuis le 23 avril pour l'instant. Et même un gap haussier ouvert encore au cours de la dernière séance de la semaine, jeudi dernier, qui était une petite séance, puisque vendredi était férié à Wall Street pour Independence Day. On est donc installé dans ces zones de prix. On n'a pas de signaux de divergence pour l'instant. La seule divergence qu'on puisse enregistrer, c'est celle sur les volumes. Les volumes se sont un peu taris depuis mercredi et jeudi dernier, donc au cours de ces deux dernières séquences de hausse. On a donc un niveau peut-être de tension sur les indices. En revanche, des indicateurs qui passent un peu en surachat, mais le surachat peut être prolongé aussi. Reste que, encore une fois, on a bien payé ce mouvement, qu'on est allé chercher les cibles idéales et même déborder des niveaux de résistance, former de nouveaux plus hauts, et qu'une pause semble légitime dans ce contexte. Donc, encore une fois, vous avez les éléments sous les yeux. Retour sous ce gap-là de 6227, ça pourrait être un petit signe d'épuisement dans la tendance, avec un retracement en direction de 6128. Pourquoi pas? C'est notre niveau d'alerte de court terme, 6128. Si on repasse en dessous, en revanche, on pourrait accélérer un peu et aller nettoyer, combler un peu les gaps qui sont situés en dessous. Donc la zone d'alerte, c'est 6040, 6128. Qu'on aille mettre un pied dans cette zone, pourquoi pas combler ce gap du 24 juin, et puis repartir, ça ne remettrait pas franchement en cause la tendance. Si en revanche on s'installe sous cette zone de prix, c'est plus gênant. Ça veut dire qu'on repasse sous les tops, et dans ce cas-là, qu'on se réinstalle un range plus bas, donc entre 5770 et 6128, avec des extensions baissières probables, et dans ce cas-là, comblement de ce gap, et pourquoi pas d'aller chercher celui-ci aussi. On remettrait vraiment en cause la tendance de fond si on repassait sous 5770. On est loin de ce scénario-là pour l'instant, c'est l'alerte de moyen terme, cette zone-ci. Mais pour l'instant, encore une fois, un marché haussier, pas d'éléments de divergence, mais peut-être un peu d'excès, et cette idée, ce principe qu'on est peut-être en phase de vendre un peu la nouvelle, de prendre un peu de bénéfices, surtout qu'on a bien enregistré le fait qu'il y ait peu d'intérêt sur ces marchés dérivés. Une configuration graphique qui a retenu notre attention, c'est Paul qui nous la signale, et effectivement, Apple, quand on va dézoomer pour commencer en hebdomadaire, le titre évolue de façon très harmonieuse au sein d'un canal haussier depuis maintenant décembre 2022, janvier 2023, avec donc borne basse, borne haute, haute tentative de débordement, avec un bel exemple d'avalement baissier qui n'a pas produit un mouvement très puissant, puisqu'on a rebondi assez rapidement pour aller retester la borne haute, nouveau
nouvelle tentative de débordement, et puis échec contre cette borne haute, et on est revenu tester la borne basse sur laquelle on s'appuie depuis plusieurs semaines maintenant. C'est pas le titre qui surperforme à Wall Street, loin de là. On est bloqué sous ce niveau de résistance intermédiaire à 213,60, mais on a un peu accéléré la semaine dernière avec des volumes qui étaient intéressants, même s'ils sont un peu tarifs vendredi aussi, mercredi et jeudi aussi, pour des questions évidentes aussi de calendrier. Alors, quand on zoome en journalier sur Apple, et voilà la photographie, on retrouve la borne basse du canal, et puis ce range 195,60, 213,60 qui indique bien une zone de congestion après un rebond. Hein. Donc on a un schéma qui peut être intéressant puisque souvent ces séquences de rebond suivies d'une latéralisation eh bien, indiquent un début de réactivation haussier, même s'il a été un peu plus lent pour Apple. On a une zone de prix importante, c'est ce gap qui a été ouvert le 3 avril, gap baissier qui n'a pas été comblé encore. C'est un des rares titres à ne pas avoir comblé ce gap-là parmi les grosses tech américaines. Et donc, on est bloqué entre 195,60 et 213,60 à une résistance intermédiaire. On a deux gros niveaux de résistance, 219,20 et 224,90 qui sont des majeurs. Mais si on repasse 213,60 et qu'on arrive à aller combler ce gap, eh bien, on peut avoir une impulsion haussière pour aller chercher la cible idéale située eh bien, autour de 232,18, un petit peu en dessous. La cible se situe plutôt à 231,70, mais on a une résistance intermédiaire intéressante à 232,18 et pourquoi pas aller chercher la borne haute du canal haussier par la suite. Mais en tout cas, sortir de cette congestion serait un signal important. Évidemment, le retour à commencer par 206,90 serait un signal de faiblesse. Repasser sous la ligne de tendance haussière, là, c'est un très mauvais signal avec à la rupture de 195,60 un mouvement de taille équivalente à la baisse. Pour l'instant, on accumule plutôt en partie haute. On a stagné sous la médiane à 206,90 du trading range. On est repassé au-dessus. C'est un niveau de support majeur maintenant. Donc, eh bien, un titre qui peut-être, lui, en phase de réactiver sa dynamique haussière. Encore une fois, beaucoup d'éléments vont jouer cette semaine. Il y a pas mal d'incertitudes et c'est peut-être les titres en retard qui pourraient en profiter, même si, comme vous l'avez compris, on est assez prudent sur les indices dans ce contexte. Maintenant, les ratios put call avant publication, on va aller jeter un œil sur la configuration graphique de Delta Airlines. Delta Airlines que vous avez ici, on va commencer par sa photographie en hebdomadaire. Delta Airlines, eh bien, on a une compression qui se produit. J'ai anticipé un petit peu. Un titre qui, comme Apple, un peu a rebondi et puis est bloqué dans une zone de latéralisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un canal baissier qui est très propre, dessiné ici. Donc, une pause, manifestement, dans une tendance haussière. En revanche, avec un ratio put-call qui est quand même extrêmement optimiste maintenant, puisque je vous le rappelle, il est à 0,39. C'est-à-dire que on passe sous les extrêmes d'optimisme. Eh bien, on peut se poser la question de savoir si on va avoir le momentum et pour déborder ce niveau de 50,96 et aller chercher l'extension au moins dans un premier temps de ce petit canal. Alors je l'ai dupliqué par avance, ça donne une cible qui est située sur la borne haute du canal et puis cette résistance intermédiaire à 56,90. Donc le plafond de verre c'est 50,96. Les éléments sont un petit peu antinomiques ici, il faut le dire. On a un ratio put-call qui est très très optimiste et un titre qui est en compression dans une zone qui indique plutôt une pause dans un mouvement haussier. Mais attention, encore une fois, ce sera la publication qui permettra de déterminer si les perspectives sont bonnes et si les publications sont en ligne avec les attentes. Eh bien, c'est surtout les perspectives qui permettront de déterminer si on déborde ce plafond de verre. En attendant, on est très très optimiste sur le titre en amont de cette publication. Si on zoome un petit peu, on voit que le canal est parfaitement respecté. Les bornes ont été testées parfaitement, sauf un petit débordement baissier ici. On a clôturé la semaine pile sous ce niveau de 50,96, sous la borne basse du canal haussier. Et puis on avait même ouvert un petit gap, donc jeudi dernier, haussier aussi. Donc pour l'instant, on accumule plutôt en partie haute. Attention, si on revient en dessous de ce gap, ça peut être un petit gap d'épuisement dans cette séquence et retourner vers le bas du canal, pourquoi pas. Et puis le support majeur à 41,65. Donc un scénario assez ouvert, un ratio put-call qui nous incite quand même à la prudence sur Delta Airlines, vous l'avez compris. On va regarder Conagra Brands maintenant. Le titre, lui, fait l'objet d'un ratio put-call qui est extrêmement pessimiste. On a trouvé des ratios particulièrement extrêmes cette semaine, avec un put-call à 1,87 sur Conagra Brands, qui est affiché ici. Donc vous avez la représentation graphique en hebdomadaire. Le commentaire est assez visible graphiquement. Le titre est baissier, même si on dézoome en mensuel, vous allez voir la photographie de long terme. Le titre est donc au sein d'une séquence baissière depuis quelques semaines. Il a arrêté de baisser
depuis quelques séances maintenant, au-delà du support à 20,38. On a, il faut le dire, un tout petit peu de divergence haussière sur quelques oscillateurs hebdomadaires, qui peuvent être à surveiller. Ce coup d'arrêt dans la dynamique baissière, on n'a pas à ce stade de figure de retournement de tendance, si ce n'est encore une fois un petit canal baissier très propre, et puis un coup d'arrêt qui peut être en hebdomadaire un creux en pince. Le creux en pince, je rappelle que statistiquement, il a quand même assez peu de probabilité, puisque sa fiabilité pour un retournement de tendance est de 4 sur 10. Mais on a quand même ce signal d'arrêt sur un gros niveau de support avant une publication et des opérateurs qui sont particulièrement pessimistes. Donc peut-être un contre-pied technique qui peut être à travailler dans ce contexte. On va essayer on le surveillera donc jeudi. Bien entendu, pour l'instant, pas d'éléments beaucoup plus précis. On va regarder la configuration journalier. On voit qu'on a cessé de baisser. On a une réaction haussière relativement significative avec des volumes qui sont un petit peu en hausse. Mais vraiment, situation d'attente pour l'instant sur un niveau de support. Donc, un ratio risque-rendement qui peut être intéressant pour les plus agressifs qui veulent travailler une stratégie en amont des publications. Et puis un point sur nos stratégies, puisque la stratégie proposée la semaine dernière, donc un bull put spread sur le gold, donc le SPDR Gold Trust, a été couronnée de succès et est sortie gagnante au bout de 3 séances en automatique, selon le setup, encore une fois, déterminé, mis en place par Paul, avec ses outils de backtest, donc une stratégie gagnante de plus à enregistrer. L'autre élément de la semaine dernière qui a très bien fonctionné, c'est Constellation Brands qui a rebondi la semaine dernière. On vous avait indiqué ce ratio put-call particulièrement pessimiste sur un niveau de support. Voilà, la bougie de la semaine dernière en hausse de 6,94%, un titre qui a réagi de façon haussière sur la publication avec un petit gap ouvert et comblé. On n'a pas une figure de retournement de long terme, mais encore une fois une stratégie qui a été intéressante, qui aurait été intéressante à mettre en place en amont d'une publication, ou dans lesquelles, encore une fois, sur des niveaux de support clés, on avait un petit double appui sur des niveaux intéressants, et puis une première cible graphique qui a permis de faire un petit trade haussier qui pouvait être rapide sur un excès de pessimisme. Paul a détecté pour nous des volumes inhabituels, à commencer par le SPY, donc l'ETF SPDR S&P 500 le plus traité à Wall Street. Il y a plus de 66 000 puts qui ont été achetés, 33 000 sur du put 600 et 33 000 sur du put de prix d'exercice 585. Donc des opérateurs qui, pour l'entame de cette semaine, se montrent un peu prudents, avec des niveaux qui sont positionnés relativement bas sous les prix. Encore une fois, le 4 et plus de 6% sous les prix actuels. Encore une fois, ce n'est pas parce que des gros acteurs prennent des positions de couverture que c'est un signe de baisse, mais ça veut dire que on est un peu moins euphorique, même si le ratio put-call global indique toujours beaucoup d'optimisme, mais que certains acteurs ont pris des positions de couverture en amont de ce rendez-vous, ce qui nous incite à la prudence. Sur les autres actifs sur lesquels ces ratios ces prises de position en put ont été importants, c'est le SMH, donc c'est le Van Eck, ETF Van Eck des semi-conducteurs. Là, une très très grosse position prise en 2 fois sur cet ETF SMH, donc du secteur des semi-conducteurs, par l'émetteur Van Eck. Van Eck, c'est 48 000 et 45 000 puts achetés sur le strike 200, donc un strike assez lointain, encore une fois. Je rappelle que quand un opérateur se couvre, il peut acheter un niveau de couverture plus bas et ne pas attendre que le prix d'exercice soit atteint pour profiter du mouvement baissier. Ça peut être aussi une stratégie spéculative à la baisse. Et donc, c'est vrai que si le prix d'exercice choisi semble très lointain pour une couverture, ça peut être aussi une opération spéculative, puisque là, on est près de 30% sous les cours actuels. Mais encore une fois, une très grosse position, 45 000 et 48 000 puts achetés sur ces strikes en particulier. Et puis, on a l'ETF XLB des Materials Select
secteur, un ETF aussi sur lequel on a eu beaucoup d'achats de puts, 36 000 puts 86, 36 000 puts 82, 36 000 puts 78, 36 000 puts 75, donc manifestement un acteur qui a fait des tailles équivalentes sur tous ces prix d'exercice, sur un ETF qui a bien rebondi, mais qui pourrait peut-être retracer un peu, encore une fois, sur un excès ou simplement le fait de vendre la nouvelle. On n'a aucun signal de retournement de tendance, encore une fois, sur ces éléments-là, mais peut-être un excès de court terme qui pourrait être l'objet d'une prise de bénéfice, d'un retracement, ne serait-ce que d'un throwback pour aller repartir à la hausse ensuite, mais en tout cas des positions qui sont suffisamment significatives pour étayer le scénario que nous vous proposons. Alors, puisque en effet, on vous a proposé un scénario assez prudent, comme je vous le disais dès l'introduction. Voilà le graphique du bear call spread sur le S&P. Je l'ai préparé en amont pour ne pas être pollué par les supports et les résistances. Je rappelle que l'idée du bear call spread, c'est d'aller vendre un call en général au-dessus hors de la monnaie, au-dessus des sommets, ou en tout cas au-dessus du cours actuel du sous-jacent, de protéger ma stratégie par un achat de call d'un prix d'exercice encore supérieur pour bloquer mon risque. Grâce à ma vente de call, mon prix d'exercice est déterminé, mais comme j'ai vendu du call et que j'achète un call moins cher, j'ai une prime qui me donne mon point mort, et donc je reste gagnant et neutralisé au niveau de ce point mort qui va être ajusté en fonction du prix d'exercice que vous allez déterminer. Alors là, j'ai mis des niveaux symboliques, il n'y a pas de stratégie, vous savez qu'on ne peut pas vous donner de stratégie comme ça, mais encore une fois, une idée de la façon de travailler le marché, avec donc une vente de call. Plus je vais être proche des sommets, plus je vais vendre mon call bas, plus je vais encaisser de primes, mais bien entendu, plus je suis en risque, et plus mon achat de call pour protéger ma position est proche de ma vente de call, plus elle va me coûter cher, donc plus mon point mort va être bas, mais mieux je serai protégé. Plus je vais éloigner mon achat de call de ma vente de call, plus la stratégie sera créditrice, mais en revanche, moins je serai protégé. Les zones de gain et de perte, vous les voyez bien ici, c'est ce que j'ai voulu surtout vous montrer, c'est l'idée pédagogique de cette stratégie, c'est qu'au-delà de mon point mort, je suis à 0 à partir de mon point mort, et au-delà, je commence à perdre, et ma perte maximale, elle est par définition au niveau de mon achat de call. Donc je connais grâce à cette stratégie, quelle que soit la réaction du marché, ma perte maximale dès le départ. Et puis tant que je termine sous mon point mort, je commence à être gagnant. Sous ma vente de call, je gagne, j'optimise mon gain, j'ai le gain maximal. Et bien entendu, la zone de gain, elle est par définition systématique tant que je suis sous ces prix d'exercice. Donc vous voyez une zone de gain qui statistiquement est bien plus large, même si encore une fois, on ne peut pas préjuger de ce qui se passera dans le courant de cette semaine. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour Wall Street Hebdo. Encore une semaine qui va être déterminante et intéressante probablement, avec de la volatilité, probablement des faux signaux d'ici là. Soyez prudents. Retrouvez-nous sur notre site l'Atelier des Options, sur la chaîne YouTube. Vous la connaissez et merci d'être de plus en plus nombreux à vous y abonner. On atteint presque les 3000 abonnés et puis sur notre compte Twitter X aussi 1000 abonnés. Donc ça veut dire que les options vous intéressent et nous en sommes ravis. Nous vous en remercions et pensez à activer les notifications, à partager, à liker ce contenu s'il vous a plu. Excellente semaine à toutes et à tous.